on a le droit de craquer, on a le droit d'être au plus bas. Et c'est pas pour autant que les traitements ne marcheront pas. Nous naissons princesses et nous devenons guerrières. Fermez les yeux. Ça vous parle ? Bonjour, je suis Delphine Rémy et je vous accueille sur le podcast Naître princesse, devenir guerrière. Vous entendrez ici des personnes inspirantes, des médecins, des philosophes qui, j'espère, vous feront du bien. Vous entendrez aussi des femmes, comme vous, comme moi, des super princesses et hyper guerrières. Elles gèrent et elles galèrent. Comme vous, comme moi. Elles s'écroulent parfois et elles se relèvent. Justine, c'est la résilience à l'état pur. Justine, c'est une belle princesse, super maman et hyper guerrière, avec un sourire qui m'a complètement fait craquer dès la première seconde de son témoignage qu'elle a fait pour le compte Instagram Allons-y Prévention. Des dents de la chance, des petits cheveux courts adorables, un petit soleil, elle dégage quelque chose de merveilleux. Notre Justine s'en est pris des coups durs et des blessures, mais elle se relève à chaque fois. Son histoire est un peu particulière car elle a appris qu'elle avait un cancer du sein quand elle était enceinte de 16 semaines. Elle venait d'apprendre le sexe de son bébé, une petite fille, Nina. Ça se concrétisait. Elle nageait dans le bonheur et paf, vraiment paf. C'est trash, c'est le début d'un cauchemar. Cancer du sein hormonodépendant avec atteinte ganglionnaire. Je vais la laisser raconter les remarques, ses questions, ses doutes, ses angoisses, ses peurs, son désarroi par moments. Parfois le manque total d'empathie auquel elle a dû faire face. Elle a grandement manqué de tout l'aspect humain et pourtant, je trouve qu'elle en avait besoin en dose massive car c'est déjà assez inhumain de se prendre une telle bombe en pleine grossesse. Que va-t-il se passer ? Est-ce que mon bébé va résister à tout cela ? Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, grossesse et cancer ne vont tout simplement pas ensemble. C'est contradictoire, c'est presque impensable, c'est contre nature. Et pourtant, c'est dur depuis le premier jour. C'est vraiment dur. Mais Justine et Nina passent toutes les étapes avec beaucoup de courage. L'annonce, la mastectomie, les chimios EC, qui sont les grosses chimios, les Taxol qui ne semblent pas être au goût de Nina. Merci les petites contractions. Mais Nina continue à donner des petits coups pour dire à sa maman « Tout va bien se passer ». Une vraie princesse guerrière comme sa maman. Je suis tellement heureuse d'accueillir Justine sur le podcast parce qu'elle nous montre combien l'espoir la fait avancer. Pour reprendre ses mots, gardons espoir même quand il n'y en a plus. Gardons espoir même quand il n'y en a plus. Elle nous dit aussi, on se sous-estime souvent, mais on finit toujours par y arriver. Habitée par cette petite vie qui grandit dans son joli ventre tout rond, elle est animée par une force de vie impressionnante. Avec cette force cohabite une hypersensibilité touchante, une belle vulnérabilité, de la douceur et de la tendresse. Je vous invite vraiment à aller voir ses réseaux pour découvrir non seulement sa petite frimousse souriante et sa petite Nina, ainsi que tout ce qu'elle veut à son tour apporter et qu'elle n'a pas eu la chance d'avoir. Quel beau programme. Merci à elle. Bonjour Justine. Bonjour Delphine. Merci mille fois d'avoir accepté mon invitation de passer sur le podcast Naître princesse, devenir guerrière. Je suis très 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 honorée que tu sois avec moi, avec nous, on va dire. Les gens ne te voient pas. Je me suis dit, oh, ce serait trop bien de faire une petite vidéo parce que ton sourire est tellement contagieux. Et voilà, je vais te demander pour commencer de te présenter. Oui. Ton âge, enfin un petit contexte, on va dire, ton âge, ta composition familiale, ta profession et bien évidemment, on va passer à l'événement qui a chamboulé ta vie. Et puis voilà, je te laisse en fait commencer où tu veux dans cet événement et puis on parlera des joies, des coups durs. Voilà, je te laisse commencer. D'accord. Bah déjà, merci beaucoup de m'avoir invitée. Ça me touche beaucoup. Mais du coup, je suis Justine, j'ai 34 ans. Je suis avec mon compagnon depuis bientôt 14 ans. Nous fêterons 14 ans au mois de juin. Et nous avons notre fils, notre bébé bonheur, qu'on appelle Noah, qui a 4 ans, qui vient tout juste d'avoir 4 ans en mars.
Et donc je suis actuellement enceinte. Nous attendons notre deuxième enfant, une petite fille qu'on appellera Nina, qui va venir agrandir notre famille en juin, donc qui était prévue de base le 16 juin 2021. On va la provoquer, hein, c'est ça. Hein, C'est ça, tout oui. à fait. J'ai appris récemment, du coup, que j'allais être déclenchée à 40 semaines aménorrhées, donc le 8 juin. Donc voilà, le lendemain de mon anniversaire, donc et le même mois de rencontre qu'avec son papa, donc toutes les symboliques. Elle va peut-être arriver le 7, hein, pour faire ça, le petit clin d'œil, oui. Quand elle veut, en fait. Donc on l'attend avec impatience. Alors, raconte-nous ce qui s'est passé, ce que tu as appris comme nouvelle, à quel stade de la grossesse, un petit peu comment ça s'est passé, peut-être aussi ce que tu pourrais éventuellement dire aux femmes. Oui, donc j'ai appris que j'avais malheureusement donc un cancer du sein, hormonodépendant, stade 2 grade 2. Je l'ai appris donc mi-décembre, en fait, en me mettant de l'huile anti-vergeture sur le ventre. J'en avais un peu trop, j'en ai mis sur ma poitrine, voilà. Et j'ai senti une petite boule au niveau du sein, près de l'aisselle. J'en ai parlé dès le lendemain parce que j'avais un rendez-vous prévu avec ma sage-femme dans le cadre de ma grossesse, et elle a également constaté qu'il y avait une petite boule. Du coup, elle m'a demandé de faire une mammographie, une échographie, et de là, effectivement, tout s'est enchaîné. Dans ma ville, du coup, le radiologue a vu qu'il y avait quelque chose, sans me préciser ce que c'était. C'était peut-être une boule de graisse ou autre chose. Il m'a demandé de faire une biopsie, et la dame qui m'a reçue donc m'a fait une mammographie, une échographie, et a vu effectivement trois nodules. Tu savais toujours pas, ils n'avaient pas encore fait la biopsie en fait. Elle a vu les nodules, mais elle ne savait pas encore. Voilà. Elle a seulement fait l'échographie, mais c'est vrai que quand on m'en a annoncé 3, je me suis dit mince, j'avais compris, mais bon, j'espérais toujours quand même. Mais là, c'était beaucoup plus compliqué. Et puis donc, elle a procédé directement en fait à la suite. À la biopsie, oui. Voilà, à la biopsie, et on a eu des pré-résultats et on a annoncé que j'avais un cancer du sein. Et tu savais que des femmes enceintes pouvaient avoir un cancer du sein? Moi, c'était vraiment quelque chose de totalement nouveau, hein. Oui, effectivement, je savais pas du tout, donc parce que forcément, quand on pense à une grossesse, on pense au côté positif, on s'imagine pas forcément tous les aléas, et notamment un cancer. Honnêtement, même si maintenant que je l'ai, on se dit oui, finalement tout est possible. Mais c'est vrai que d'emblée comme ça, je m'y attendais pas, donc ça a été vraiment encore plus compliqué à vivre, parce que j'étais à milieu de penser qu'on pouvait avoir un cancer enceinte. En plus, on venait d'apprendre le sexe de notre bébé, donc le samedi. J'ai fait la biopsie le lundi, donc on venait d'apprendre qu'on avait une petite fille, donc on était les plus heureux du monde, et le lundi, ça a été la dégringolade, donc ça a été très compliqué, ça a été des moments très très compliqués. Alors, qu'est-ce qu'ils t'ont dit tout de suite? Qu'est-ce qu'ils t'ont dit de faire? Comment est-ce que tu as été prise en charge? Est-ce que tu as été vraiment tout de suite prise en charge parce que c'est une situation exceptionnelle? Qu'est-ce qu'on a suggéré tout de suite pour ton bébé, pour toi? Comment est-ce que tu as été pris en charge? Oui. Donc, quand j'ai fait ma première échographie dans ma ville, et que j'ai appelé cet hôpital, ils m'ont pris en charge très rapidement, puisque j'ai été reçue. J'ai fait ma première échographie le vendredi, et j'ai été reçue directement le lundi. Donc, il y avait vraiment urgence. Au niveau rapidité, je n'ai rien à dire par rapport à ça. Effectivement, ils ont bien compris l'urgence de la situation, et tout s'est enchaîné rapidement, puisque j'ai eu les résultats directement le jour même. Et j'ai été reçue le lendemain par l'oncologue. Mais j'ai pas eu la sensation d'avoir eu un traitement particulier, c'est-à-dire que j'ai été très seule pendant cette période, et ça a été particulièrement compliqué, puisqu'en fait, dans le parcours d'accueil sein, donc là-bas, on est reçu d'emblée a priori par un gynécologue, et puis après on est vu par le radiologue qui procède à l'examen. Et donc l'entretien avec la gynécologue n'a
pas duré très longtemps et le lendemain, du coup, j'ai été reçue par l'oncologue qui m'a directement accueillie en disant que la gynécologue s'était prononcée pour interrompre ma grossesse. Et ça a été déjà très, enfin voilà, on venait d'apprendre que j'avais un cancer la veille. Donc il me redit que j'ai un cancer, donc déjà bon, on n'est toujours pas remis de ce tsunami. Et en plus là, on nous annonce qu'on va mettre un terme à la grossesse. Donc, est-ce que c'était comme une décision imposée? On t'a même pas laissé le choix? Si, finalement, en fait, c'était sûrement maladroit. Mais en tout cas, nous, on se prend ça en pleine figure et c'est compliqué. L'échange est très très froid et ça ne peut que l'être puisqu'il commence comme ça. Donc forcément, moi, je suis pas du tout bien. D'ailleurs, j'en tremble encore de repenser à tout ça parce que c'est vrai que c'est compliqué. Parce que du coup, il me dit qu'elle s'est prononcée pour interrompre la grossesse puisque je suis au premier trimestre. Mais du coup, moi, j'étais à 16 semaines aménorrhée. Donc la toute première semaine du deuxième trimestre. Donc j'ai effectivement mentionné cela et l'oncologue m'a dit que du coup c'était possible. Mais j'étais pas forcément rassurée non plus, c'est-à-dire que bon, enfin voilà, on peut pas, enfin en tout cas moi je peux pas passer d'un état à l'autre émotionnellement. Donc là du coup j'entendais plus rien. À ce moment-là, j'étais. Et ton conjoint était tout le temps avec toi? Oui. Là, il était effectivement là. Et donc tu t'es opposée à la décision de la gynécologue? En fait, je suis un peu comme ça, c'est-à-dire quand j'ai une autorité au-dessus de moi, j'arrive pas forcément à m'imposer, notamment sur des parties que je maîtrise pas du tout. Là, j'avais aucun élément. Quand j'ai été reçue la veille par la gynécologue, j'avais bien mentionné que ma priorité c'est de vivre. Moi, j'ai mon enfant qui à l'époque avait 3 ans, pardon. Du coup, voilà, c'est lui ma priorité. J'ai pas fait un enfant pour le laisser à 3 ans sans maman. Ma priorité, c'était de vivre. Et puis même pour moi, au-delà du fait d'avoir un enfant, on veut tous vivre. Donc, c'était vivre. Mais voilà, moi, c'était aussi continuer ma grossesse puisque je le voulais, cet enfant. Enfin, mais voilà, j'ai bien précisé que je voulais pas forcément continuer à tout prix ma grossesse et je voulais pas forcément à tout prix l'arrêter. Mais il fallait qu'on m'aide. Oui, des dilemmes terriblement compliqués. C'est ça. Et j'attendais à ce qu'on m'aide, qu'on m'aiguille. Et en fait, ça n'a jamais été le cas. On m'a toujours dit c'est à vous de décider. Mais je n'avais aucun élément pour le faire. Donc je savais pas si, et je le sais d'ailleurs toujours pas, si mon choix aura un impact sur ma santé. Enfin, du coup, c'était très très perturbant. Mais il ne t'aurait pas laissé de toute façon continuer cette grossesse. Ça me fait de la peine en fait d'entendre ça parce que comme je t'ai dit, j'ai une amie aux États-Unis qui est dans la même situation que toi et j'ai l'impression que voilà, il y a eu vraiment tout un cocon autour de ça, sauver la maman, sauver le bébé, faire en sorte que tout se passe bien. Voilà, je trouve ça. Et après, tu as changé de médecin, tu as changé de gynécologue, non? C'est juste récemment que j'ai changé. Et tu te sens mieux? Enfin, j'ai changé effectivement. Excuse-moi, parce que du coup, je suis perdue même moi dans mon chemin. Oui, j'ai changé du coup. Comme elle s'est prononcée pour interrompre ma grossesse, j'envisageais plus de pouvoir continuer avec cette personne. Avec cette personne, c'était pas possible parce qu'elle m'avait pas entendu. J'avais bien précisé que ça aurait été vraiment un drame pour moi. Et maintenant, j'en suis convaincue, c'est-à-dire que de mettre un terme à ma grossesse à ce stade, c'est-à-dire être déclenchée et accoucher normalement, c'est ça qui m'aurait tuée vraiment parce que je suis une hypersensible et non, j'aurais pas pu. Donc c'est d'ailleurs ça qui m'a clairement décidé, puisque quand j'ai appris que ça allait se passer comme ça, si je décidais de mettre un terme, j'ai du coup pu poser de questions et j'ai foncé. Oui, voilà, ta décision était prise et voilà. Et t'as suivi ton instinct de maman. C'est ça. Et donc, est-ce que tu sens cette petite Nina bouger? Tu m'as raconté que tu avais senti quelques petits coups à des moments assez magiques.
Est-ce que tu peux nous expliquer? Donc effectivement, c'est ça qui est le plus beau dans cette histoire, c'est qu'elle a bougé pour la toute première fois la veille de ma mastectomie. Enfin voilà, j'ai pris ça comme un signe. Maman, ne t'inquiète pas. Magnifique. Je suis là. Tout va bien se passer, même si malgré tout, ça a été très compliqué. J'ai vraiment eu très très peur. On m'avait dit qu'il y avait un risque de perdre mon bébé pendant l'opération, tu veux dire? Oui, pendant la mastectomie. Donc au réveil, c'est vrai que tout de suite on m'a fait une échographie, ça m'a rassurée, et là ça allait mieux en fait, même si c'est quand même très impactant, c'est pas anodin. Et c'était comme si c'était banal. C'est un acte banal qu'on m'enlève un sein. Je l'ai vécu comme ça. C'était dur, mais je restais concentrée sur le positif, c'est-à-dire que mon bébé allait bien, j'ai réussi, j'ai été réveillée, donc déjà c'était quelque chose de très positif et fallait rester là-dessus malgré les douleurs et cette empathie que malheureusement j'ai pas retrouvée. Enfin, oui, ça c'est vraiment, oui, c'est triste, c'est terriblement difficile aussi parce que le sein est quand même le symbole, maternel et tout ça, donc il y a quand même des difficultés supplémentaires. Et tu as ressenti un petit coup de Nina quand tu t'es réveillée aussi? Voilà, j'ai ressenti également des petits coups au réveil. Voilà. Donc je me suis dit tout va bien. Elle est là, c'est vraiment merveilleux. Voilà, écoute. Alors tu as eu le schéma classique des chimios, donc les 4 EC. Et pendant les Taxol, comment ça s'est passé? Comment se sont passés les EC? Donc les EC, ça allait. Enfin, c'est-à-dire que j'y suis allée, mais comme chaque étape à reculons, j'avais peur, honnêtement. Mais en fait, finalement, chaque étape s'est déroulée normalement. On se sous-estime souvent tous en voyant d'autres personnes d'ailleurs. On se dit mince, on va pas y arriver. Elles sont si fortes et moi, je fais que pleurer. Mais malgré les pleurs, malgré toutes les angoisses, on y arrive en fait. Et cette première EC finalement n'était pas si compliquée. Enfin voilà, honnêtement quand j'y suis allée, je pensais que ça allait être une injection létale. J'ai cru que j'avais tellement peur et puis finalement ça s'est très bien passé. Est-ce que tu crois qu'en fait le fait de, parce que ça me frappe en fait dans ce que tu dis, le fait d'anticiper, d'avoir si peur avant, est-ce que tu penses qu'on est en fait finalement heureusement surpris par est-ce que tu penses que d'anticiper le pire en fait parfois ça aide à se dire finalement c'était pas moi je pense que tu as des ressources absolument extraordinaires et tu n'en étais pas consciente, mais voilà, donc peut-être que toi en fait ça t'a aidé en fait d'anticiper le pire et puis de rendre compte finalement que tu te relèves bien après chaque épreuve. Effectivement, c'est souvent comme ça. Mais il y a une inquiétude supplémentaire bien évidemment avec le bébé. Oui, c'est ça. Enfin, et la culpabilité parce que même si à l'hôpital on m'a toujours dit c'est possible, j'ai toujours peur, même encore maintenant, mais j'essaye de justement plus écouter ces peurs, mais tout se passe bien chaque fois sur l'échographie. Moi, je te dis, c'est Nina, la princesse guerrière. C'est ça. Petite Nina. Là, je vais avoir 4 Taxol avant d'accoucher. Voilà, exactement. Donc, ça se finira le 24 mai. Et puis, je vais accoucher, en tout cas, si ça se passe comme sur le papier, le 8 juin. Et puis après, j'ai pas trop demandé encore parce que j'ai encore un rendez-vous avec la gynécologue, sûrement pour préciser tout ça, peut-être un réajustement. Donc, je me suis dit, je pose pas toutes mes questions, je garde un petit peu sous le coude. Un jour à la fois. Voilà. Justine, qu'est-ce qui t'a le plus aidé quand tu étais vraiment dans le creux de la vague? Nina, parce que je pouvais pas espérer meilleur phare pour me guider dans cette obscurité, mais également et vraiment mon fils, qui à chaque étape j'avais donc fait tout un travail de préparation parce que bien sûr je voulais qu'il soit impacté au minimum. Mais à chaque étape, c'est lui qui m'a porté en fait, puisque par exemple pour ma perte de cheveux, parce que ça peut paraître bizarre, mais
J'avais vraiment beaucoup de mal avec ça. D'ailleurs, l'oncologue, quand il m'a reçu, m'a parlé vraiment accentué sur le fait que j'allais vraiment perdre mes cheveux. Donc, ça a été vraiment très compliqué. C'est pour moi la féminité et enfin plein de choses. Enfin, on allait m'enlever mon sein, les cheveux, tout. C'était trop. C'était trop, oui, bien sûr. Et donc j'avais préparé mon fils en disant que les médicaments qu'on me donnait à l'hôpital, si ça fonctionnait, j'allais effectivement perdre mes cheveux, mais c'est normal. Ça voulait dire que ça allait fonctionner, donc j'allais guérir. Et j'avais anticipé un peu tout ça parce que j'avais quand même le stress de savoir quand ça allait vraiment tomber. Donc j'étais allée dans un salon, c'était une dame qui m'a reçue, qui était spécialisée dans les prothèses capillaires, et elle m'avait proposé justement de me raser. Donc j'ai accepté, et quand je suis revenue, justement mon fils était vraiment un amour, il m'a embrassé le crâne, il voulait absolument voir, hein. Donc j'avais pourtant mis un turban puisque je voulais pas le choquer, j'avais mis ma prothèse capillaire, pardon. Et je voulais pas le choquer, mais tout de suite il m'a dit non, enlève. Il réalisait la situation, donc le bébé, la maladie. Tu crois qu'il a tout bien compris? C'est un peu compliqué parce qu'il est pas très causant, il est pas encore comme sa mère. mais du coup il s'est exprimé. Mais je pense qu'il comprend parce que pour ma mastectomie il a été particulièrement triste. Honnêtement ça m'a fendu le cœur quand je suis rentrée. Il arrêtait pas de pleurer, il m'a dit qu'il a eu très peur. Et je pense que oui, il comprend tout et il faut rien cacher, et c'est pour ça que j'ai rien voulu cacher. Et donc ta petite Nina et puis ton fils et ton conjoint, en fait, dans toute cette situation, est-ce qu'il arrive à s'exprimer? Est-ce qu'il est taiseux? Est-ce qu'il se confie? Comment vous vivez ça à vous deux? Lui non plus n'est pas très causant. un homme. Je sais pas si c'est une histoire de sexe, mais effectivement, il a été très impacté. Je l'ai vu à l'annonce, oui. Et je pense que il essaye justement de tenir bon parce que c'est vrai que je peux pas faire autant que je faisais auparavant. Hein. J'en fais beaucoup moins, et il est là, il fait beaucoup de choses et il est prêt à tout pour qu'on s'en sorte. Donc il me l'a dit, et voilà, c'est heureusement que je l'ai parce que je m'imagine même pas une seconde seule. Ça serait très très compliqué. Oui, donc ça vous a peut-être un petit peu rapproché même? Parce que oui, on aimerait bien dire ça aussi. C'est pas facile, hein, quand on a un conjoint qui parle peu, mais voilà, peut-être sa manière d'exprimer, c'était en t'aidant et en faisant beaucoup de choses. C'est ça. Et après, je peux pas non plus tout lui demander. Non. C'est-à-dire que dans notre mode de fonctionnement, je faisais quand même pas mal de choses. Et c'est vrai que lui, est un peu submergé aussi après. Donc, je ressens quand même un manque, honnêtement, d'une manière globale, par rapport à mon entourage. Un manque affectif, tu veux dire, ou oui. Voilà. Après, le Covid n'aide pas. Hein. En fait, j'ai constaté comme ça, avec le groupe de soutien, et puis moi-même aussi, et puis autour de moi, en fait, même quand on a une famille aimante, des enfants présents. Alors pour ma part, moi j'ai des fils aussi, donc c'est pas tout à fait plus âgé que ton petit bonhomme, mais on s'exprime pas beaucoup. Mais on est quand même terriblement seul dans la maladie, même en étant entouré. En fait, c'est ça que les gens ne réalisent pas, que le soir, même si on a son mari à côté de soi dans le lit, sous la couette, on est quand même très seul. Et, alors, je me souviens que tu avais dit dans un témoignage, les filles usées et abusées des réseaux sociaux. Alors, ça t'a énormément aidé? C'est ça. C'est grâce à ça que j'ai réussi à aller mieux, en fait, à penser, à aller de l'avant, en fait, à penser à autre chose, à aller de l'avant et à me dire, allez, on va y arriver. Parce qu'effectivement, on s'attend pas à avoir un cancer enceinte, donc j'ai eu la chance d'avoir des groupes justement où plusieurs femmes ont déjà vécu ça. Donc je voyais leur bébé, et là, fantastique. Ça m'a beaucoup aidé. Elles ont été là, je me suis dit c'est
c'est formidable, on va y arriver. Il y a pas de raison. Parce que c'est vrai qu'on se sent seul. Et tu as pu poser toutes tes questions à ces femmes dans ce groupe de soutien? Voilà. Oui. Et elles ont connu le même parcours pour certaines. Donc là, je me suis dit vraiment, c'est possible. C'est bien. L'oncologue m'avait aussi mentionné une personne qui l'avait suivie, enceinte avec un cancer, qui m'a retrouvée via les réseaux sociaux. Oh, fantastique. Donc elle m'a aussi beaucoup aidée par rapport à ça. Oui, parce qu'il y a rien à faire. Il y a personne mieux qu'une femme enceinte qui a le même parcours qui peut vraiment t'aider, parce que nous, effectivement, dans le groupe de soutien, on a toutes des cancers différents, mais c'est vrai que d'avoir vraiment une personne qui est passée à travers la même épreuve, qui a son petit bébé dans les bras et qui peut vraiment te rassurer sur tout le parcours. Oui. Donc et donc en fait, tu as créé un compte Instagram, Facebook, et donc tu as commencé en fait pendant la grossesse. Oui, donc effectivement, mon compte Instagram a été créé justement pour parler de ça, parce que j'étais complètement perdue, mais c'était aussi pour aider d'autres personnes à se dire si jamais ça devait malheureusement vous arriver, je suis là aussi. Enfin, c'est surtout ça que j'ai entendu. C'est surtout ça que j'ai entendu. Je me suis dit, elle est incroyable, Justine. Elle est là pour aider les autres. Mais on pense souvent à ça quand on se retrouve en fait seul, pas avec tous les outils. Voilà, on se dit tiens, ça serait bien que ça existe. C'est souvent comme ça que de bonnes idées émergent, en se disant ce que j'ai pas eu, faut que les autres l'aient, et tout ira mieux comme ça. Parce que des fois le suivi au niveau des hôpitaux n'est pas, c'est vraiment un peu l'usine. Enfin, on oublie l'essentiel, donc l'humain. C'est ça qui permet justement de s'en sortir. Enfin, c'est l'humain il y a un traitement effectivement, mais c'est aussi surtout l'humain. Et on traite pas assez de l'humain. Enfin, en tout cas, je trouve dans mon hôpital. Ah oui. Et avec ton oncologue, tu arrives à parler de choses peut-être plus personnelles, ou on est vraiment dans les traitements Non, on est. Et est-ce que tu t'es fait suivre par une psychologue, ou est-ce que ou c'est vraiment les réseaux sociaux qui t'ont aidé? C'est vraiment les réseaux, mes amis, enfin voilà. Des personnes que je connaissais pas m'ont envoyé des colis. Enfin, je veux dire, c'était juste incroyable. Enfin, ça m'a redonné foi en l'humanité, parce que d'un côté, je voyais quelque chose un peu d'inhumain. Enfin, je me disais mince, je pensais que quand même dans cette situation, déjà rien que d'avoir un cancer, que le corps médical était plutôt soutenant, ce qui n'a pas été le cas. Et dans ma situation, je m'attendais pas à ce qu'on me déroule non plus le tapis rouge, mais un minimum, je me disais mais non, en fait, c'est pas venu. Donc je me suis dit, même dans des situations extraordinaires, ça vient pas. Mais voilà, à côté de ça, par contre, j'ai été inondée d'amour, et sur des groupes où il y a différents types de cancers. Mais même là, en fait, ça m'a beaucoup aidée, et ça m'aide encore aujourd'hui. Toute cette vague d'amour, c'est merveilleux. C'est fou, parce que en fait, c'est virtuel, mais c'est très réel. Oui, voilà. Et parfois, c'est peut-être plus facile aussi quand ce sont des gens qu'on ne connaît pas personnellement, parce qu'on est totalement vierge de tout, et il y a une espèce de bienveillance et d'amour qui circule. En tout cas, quand tu t'es présentée dans le groupe de soutien, là, j'ai reçu plusieurs notifications. Alerte. C'était un post qui générait tellement de messages, et je me suis dit, voilà, notre Benjamin qui arrive dans le groupe, avec la petite Nina parmi nous, et donc on est évidemment tout excités de la voir arriver. En fait, tu faisais quoi comme métier avant? Parce que c'est vrai qu'on n'en a pas parlé. Donc j'étais assistante administrative, donc j'ai un peu dérivé parce que je suis psychologue de formation. Oui. Donc j'ai un master 2 en psychologie du travail, mais voilà, en fait j'ai pas trouvé un poste pérenne dans ma branche. Donc du coup j'ai eu ce CDI, cette opportunité, mais voilà, l'année 2020 était particulièrement compliquée pour moi, puisque on m'a annoncé un déménagement à plus d'1 heure et demie
de chez moi. Donc j'étais à 5 minutes de base, donc c'était un grand luxe. Je savais que ça allait pas forcément durer toute ma vie, bien sûr, hein. Mais à plus d'une heure et demie, là par contre ça allait être très compliqué, hein. Ma priorité quand même étant mon fils. J'ai essayé de demander une mobilité interne, malheureusement ça s'est pas fait. Ça a été un grand choc pour moi en fait, parce que je me suis vraiment donnée dans cette entreprise, et de voir qu'il n'y avait pas de solution, ça m'a vraiment impacté psychologiquement. Donc là, ça a démarré comme ça l'année. Par la suite, donc on m'a bien fait comprendre que je pouvais trouver un autre travail. Enfin, il me libérait. Enfin, n'hésite surtout pas à trouver un autre travail. Donc j'ai trouvé très rapidement. Mieux rémunéré près de chez moi, donc allons-y, hein, je vais foncer. Sauf que malheureusement, ils ont mis un terme à ma période d'essai pendant le Covid, me laissant sur le carreau. Et j'étais au chômage pour la première fois. Et ça c'était, et puis après tu as appris ton cancer. J'ai appris que j'étais enceinte, et puis après le cancer. Une grossesse surprise. Ouais. Grossesse surprise, mais attendue, hein, c'est ça? Attendu, mais surprise quand même, parce que du coup, vu le contexte, on n'avait pas, c'était pas forcément le moment. J'avais pas d'emploi, et au moment où on a vécu ça comme un grand bonheur, en se disant, finalement, si c'est parfaitement le moment. C'est comme ça. Là, malheureusement, j'ai appris mon cancer, donc là, c'était en décembre pour Noël. Ça a été vraiment une année très compliquée. Mais bon, voilà. Et donc là maintenant, on se dit que ça peut être mieux. En fait, maintenant c'est quoi? C'est un statut de chômage avec quelque chose de maladie, ou comment ça? Je connais pas très bien la situation en France, en fait. Oui. Mais justement, je l'ai découverte moi aussi, parce que je maîtrise pas du tout ce genre de choses. Donc en fait, à partir du moment où on est en maladie longue durée, affection longue durée, donc Pôle emploi en fait se coupe. On n'a plus de chômage, et là c'est directement l'assurance maladie, la CPM qui prend le relais. Donc c'est très compliqué financièrement. Donc voilà, ça ajoute d'autres soucis en fait. On se rend pas forcément compte. Mais voilà, c'était pas une brillante idée de changer d'emploi. Bon, mais là, tu auras du temps pour Nina. Tu vas terminer tes traitements. Voilà, de toute façon, j'imagine qu'il n'y a pas de volonté de recommencer quoi que ce soit avant d'avoir terminé. Oui. Est-ce que tu aurais envie de t'investir peut-être un peu plus dans ce domaine du cancer, ou peut-être chercher un emploi dans ce domaine-là? Oui, mais effectivement, c'est en cours de réflexion, parce que il y a beaucoup de choses finalement à faire. Bien sûr. Donc on se dit que donner mieux, et puis l'expérience des malades, il y a rien de tel finalement. Comme on dit dans tout projet, l'utilisateur est vraiment très important, même si il est souvent oublié. Tout à fait. Malheureusement. Mais pour moi, pour que tout projet fonctionne, les utilisateurs sont quand même les mieux placés. Pour dire. Et il y a ce statut en France du patient expert. Tu en as déjà entendu parler? Oui. Je vais probablement avoir quelqu'un sur le podcast là pour expliquer, parce que je trouve ça assez extraordinaire. C'est tout à fait nouveau en Belgique. On en a accueilli quelques-uns qui viennent, en fait. Je pense qu'il y a que les études en France qui existent. Donc voilà, écoute Justine, quelle histoire pleine d'émotions. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire aux femmes, ou qu'est-ce que tu aurais encore envie de partager? Bon, tu nous as déjà partagé énormément de choses. Voilà, est-ce que si tu voulais conclure ce podcast d'une certaine manière, qu'est-ce que tu aurais envie de nous dire? Alors de garder espoir, d'y croire, même si on n'y croit plus en fait, parce qu'en fait c'est toujours comme ça, c'est-à-dire que ça sera les montagnes russes. Je vais pas vous le cacher. Beaucoup de gens diront qu'il faut rester positif, telle une injonction, en nous disant que le positif attire le positif. Mais on a le droit de craquer, on a le droit d'être au plus bas. Et c'est pas pour autant que les traitements ne marcheront pas. Ça t'a fait souffrir, les injonctions?
Oui, Oui. beaucoup, Terrible, parce hein. que c'était comme si c'était moi finalement qui, à cause de moi, que j'avais le cancer, parce que j'aurais pas été assez positive. Et c'est très compliqué à vivre parce que c'est déjà des questions qu'on se dit, enfin c'est déjà des choses qu'on se dit à soi-même. Pourquoi j'ai le cancer? Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai mal fait? Est-ce que j'ai trop bu? Est-ce que j'ai trop mal mangé? On est toutes Est-ce passées par là, que oui. j'ai trop pris la pilule? Est-ce que j'ai mis trop de produits toxiques? Donc on n'a pas besoin de ça, même si ça part d'un bon sentiment. En fait, pour aider quelqu'un, finalement, c'est juste lui dire on est là, Oui. on est là pour toi, n'hésite pas. Et puis voilà, il y a tellement de choses à faire. Beaucoup de gens me disent mais on sait pas quoi faire. Mais donc je comprends, mais il faut pas le dire. Oui. Il y a tellement de choses à faire, un petit colis avec juste une petite babiole, et ça égaye la journée en fait. On en est là. Nos journées sont, quand on est au plus bas, ben voilà, une petite fleur, c'est juste merveilleux. Enfin, Eh bien, et un mais rien. voilà, mais j'espère que des centaines de personnes l'entendront parce qu'en fait, c'est pas grand chose. C'est pas grand chose pour les gens et ça fait toute la différence pour toi. Si tu devais définir le mot espoir, bon, c'est une question pas facile. Qu'est-ce que tu dirais? Parce que voilà, c'est le message clé de notre entretien. Voilà, garder espoir. Si tu définissais ce mot, qu'est-ce que tu utiliserais comme mot pour le définir? C'est pas facile, hein. J'avoue, j'ai écrit tout un blog sur l'espoir. C'est dur là-dessus. C'est un peu une question philosophique. Pour à mon avis, il faudrait peut-être plusieurs semaines pour se préparer, mais voilà. Essayez de définir en des mots simples. Ah, c'est compliqué. Tu as trouvé que j'avais trop parlé là. Tu me laisses savoir. Mais l'espoir, aller de l'avant, ne pas écouter ses peurs, parce que bien sûr on en a tous. Ma plus grande peur, c'était, et comme beaucoup, c'est de mourir. Donc forcément le cancer m'a rappelé à cette peur. Mais au fil des jours, on se raccroche au fait que on est là, on est en vie en fait. Et que si on devait mourir demain, il faut profiter de cette journée qu'on est en train de vivre en fait. Et si on est toujours en train, malheureusement comme moi, c'est un peu mon fonctionnement, d'anticiper négativement, enfin avoir peur, un peu de tout, on loupe les merveilleux moments de la vie. Et c'est des petits moments comme ça. Et quand on les note en fait sur une feuille en fin de journée, on se dit bah oui, finalement j'ai vécu plein de bons moments. Tu l'as fait? Tu les as notés? Oui, effectivement c'est une méthode quand ça va pas du tout qu'on conseille pour aller mieux. Oui. Comme ça on les relit et puis on se dit ben oui en fait donc c'est merveilleux. Tu as eu beaucoup de petits moments de joie aussi. Voilà. Et grâce à mon fils, grâce aux personnes que j'ai pu rencontrer sur Instagram, Facebook, qui m'ont apporté beaucoup de choses, mon entourage aussi quand même, hein. Les pauvres, ils vont m'en vouloir. Non, tu les as mentionnés. Voilà. Mais on est en vie, on respire et bientôt ce sera fini en fait. Bientôt tout ça sera derrière nous, même si c'est compliqué de se le dire en plein de parcours parce qu'il me reste beaucoup de choses encore. Mais faut pas penser au jour le jour, étape par étape, pas penser à tout le programme qui peut vite nous faire peur. Et on va penser à la petite Nina. Voilà. Cette petite bonne femme qui va arriver. Écoute, en tout cas, moi, je te souhaite, mais on va dire un dernier mois et demi. On est à quoi, 6 semaines? Oui. Le plus paisible possible. Beaucoup de repos. Que les taxols se passent bien. Alors, c'est quand même le jour et la nuit avec les EC. Donc, avec ton positivisme, ton sourire, je suis sûre que ça va bien se passer. Et en tout cas, merci de tout cœur.
Je partagerai évidemment sur la page du site tous tes liens parce que voilà, je vous encourage tous à aller voir ses réseaux sociaux et son sourire et son joli ventre qui n'est pas tout petit. Je l'ai montré à mon mari, il me dit il y en a combien? Donc elle est belle comme un cœur avec ce beau ventre tout rond et ce beau sourire. Et en tout cas, merci Justine. Merci de tout cœur. Ça m'a fait très plaisir de t'entendre et ça me fait vraiment très très plaisir de pouvoir partager ce podcast avec la communauté de Naître Princesse, Devenir Guerrière. Merci à toi, merci infiniment pour tout. Je vous remercie de tout cœur de nous avoir écoutés. N'oubliez pas de vous abonner si vous souhaitez recevoir les notifications des prochains épisodes. Et puis si vous avez apprécié cet épisode, ça me ferait vraiment très plaisir que vous me laissiez une bonne note, comme à l'école, 5 étoiles. Et peut-être même un commentaire ou un partage sur les réseaux sociaux. Parce que c'est grâce à vos étoiles, vos commentaires, vos partages que le podcast pourra aider plus de femmes encore et c'est tout ce que je souhaite. Donner ou redonner espoir, se serrer les coudes toutes ensemble, partager nos joies, nos peines et célébrer toutes les princesses et guerrières de ce monde. Si vous désirez vous aussi partager votre histoire, n'hésitez pas à me contacter via le blog Cancer je gère, cancer-je-gère.blog. Il y a des instructions pour le partage de témoignages. Et puis je vous embrasse tous et toutes très très fort. Prenez soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine. Gros bisous.